ravi de vous retrouver parce que, comme j'ai travaillé sur ce guide et qu'on a passé quelques petits moments au téléphone pour la relecture sur un certain nombre de points, et je suis ravi également de ce guide parce que, d'abord, c'est un objet très concret qui est très utile et on s'en rend compte quand il est utilisé. Et c'est ce qu'on va voir dans cette table ronde, c'est l'utilité et l'utilisation de ce guide. Et j'ai noté aussi l'intérêt de ce guide sur la chaîne que vous évoquiez, sur la chaîne des différents métiers qui interviennent. Et je pensais que si on a un chaînon manquant, on perd finalement l'objectif et les objectifs qu'on s'est fixés. Alors on va rentrer dans le concret justement et on va donner à Olga le soin de nous présenter. Bonjour à toutes. D'abord, je me présente. Donc, je pense que Anne a parlé de moi tout à l'heure, mais j'étais à la réception. Donc, je suis Olga Diarté. Donc, je suis responsable de l'agence ODE Environnement Bâti, qui se retrouve au Pays Basque. Et donc, j'accompagne les professionnels du bâtiment, mais aussi les collectivités, via différents programmes pour justement concevoir des bâtiments le plus sains possible. Voilà. Donc, vous avez vu ce petit film, et donc, il vous explique en grande partie, effectivement, le déroulé de la construction de ce guide. En fait, bon, je vais faire quelques petits retours d'expérience, parce qu'ici, vous aurez d'autres, effectivement, retours très intéressants des différents professionnels qui sont liés, les différents acteurs du bâtiment. Donc, pour constituer ce guide, nous sommes allés, comme vous l'avez entendu dans le film, donc dans différentes crèches de la Nouvelle-Aquitaine, et nous avons été surtout attentives, avant tout, aux bonnes pratiques qui étaient en place. On a fait bien sûr des audits, comme vous l'avez entendu, et donc on a rencontré les différents acteurs de l'acte de construire. Et avant tout, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y avait déjà des bonnes pratiques qui étaient en place dans pas mal de structures. On a aussi, je vais vous donner donc quelques exemples, mais on a vu aussi des difficultés de mise en œuvre. On a essayé, on a réalisé les freins, et on a également noté des axes d'amélioration. Alors, ce matin, M. Schinazi nous a parlé grandement, effectivement, et aussi l'agence Grise, de la nécessité, effectivement, de ventiler, de bien ventiler les locaux. Et on peut dire peut-être un merci à la Covid, s'il y a peut-être un merci à dire par rapport à cette crise sanitaire qu'on traverse et qui nous malmène tous et toutes, eh bien au moins on aura eu un focus sur la nécessité effectivement de ventiler et de bien ventiler à l'intérieur. Alors vous avez évoqué aussi à un moment donné, alors moi je voudrais juste faire un retour d'expérience par rapport à cette ventilation nécessaire et notamment des pièces de change. Et il y a certains architectes qui aiment bien peut-être prévoir des îlots justement de salles de change. J'ai une crèche en tête justement où ça s'est passé et où il n'y avait pas de ventilation de prévue vraiment qui soit tout à fait efficace, si bien que lorsque la directrice de cette crèche, heureusement qui avait été quand même impliquée peut-être un peu tardivement dans le processus, dans la programmation, est arrivée sur site, elle a réussi à permettre à ce qu'on installe effectivement un grand vasistas au-dessus, puisque cet îlot communiquait par un couloir sur un couloir de circulation, donc elle pouvait s'ouvrir sur le couloir de circulation qui lui-même n'était pas accessible sur l'extérieur. Donc vous voyez ce genre de configuration qui existe assez, enfin moi j'en ai rencontré 3 ou 4, du coup, eh bien, on peut se dire que là, cette bonne pratique a été permise, non pas forcément par un professionnel de la construction, mais aussi par une directrice, d'où l'importance, effectivement, que tout le monde, et on l'a dit, je crois, et vous venez de le répéter, M. Schinazi, il ne faut pas qu'il y ait de chaînons manquants. Il faut absolument que tout le monde, effectivement, soit fédéré depuis le départ. Et on se rend compte que lorsque c'est le cas, quand tous les acteurs sont ensemble autour de la table et peuvent discuter, eh bien, on peut avoir des bonnes pratiques. J'ai aussi une autre bonne pratique, ça c'est par rapport au dehors, ça nous tient beaucoup à cœur dans le comment dire, programme aussi Safely, puis vous entendrez quelqu'un d'autre tout de suite après. Eh bien, on a réussi à garder des pavés dans une cour donc dans un préau, donc il y avait une crèche, donc là on devait changer donc ces pavés qui étaient là depuis 30 ans pour y mettre, je vous le donne en 1000, un revêtement souple, amortissant. Voilà. Et donc la directrice, encore une fois, avec donc l'architecte, en lisant le guide que j'avais avec lequel on avait discuté ensemble quelques semaines auparavant,
eh bien, il a effectivement accepté de garder ces pavés et de ne pas poser un seul amortissant sous un préau qui pourrait, effectivement, avec la chaleur, etc., ça pourrait effectivement émaner davantage. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des bonnes pratiques, des entrées d'air de CTA qui sont bien positionnées, puisqu'on en a vu d'autres aussi, où on a une entrée d'air qui est directement prise au niveau d'un parking, vous voyez, donc toute cette air extérieur qui va bien sûr contribuer à la pollution de l'air intérieur. Donc voilà, il y a quand même, moi je veux quand même souligner qu'il y a quand même des bonnes pratiques en place. Après, effectivement, il y a pas mal aussi, on a relevé pas mal de difficultés de mise en œuvre, notamment pour la partie qui va me concerner un peu plus, mais par exemple pour tout ce qui est les prescriptions au niveau des CCTP, donc les cahiers des clauses techniques et particulières, eh bien on s'est rendu compte effectivement dans ces audits que ces CCTP étaient assez flous, la rédaction était assez floue, ce qui fait que les produits qu'on pensait trouver en fin de course et qu'on pourrait retrouver dans les documents des ouvrages exécutés, mais n'étaient pas ceux que la maîtrise d'ouvrage avait souhaité. Donc là, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance encore à l'heure actuelle, malgré les différents vraiment guides techniques, très techniques qui existent sur la qualité de l'air intérieur, la qualité environnementale du bâtiment, eh bien, on se rend compte qu'ils sont très peu encore utilisés, d'où effectivement, comme vous l'avez entendu dans le film, une volonté qu'on a eue de faire un guide très pratique, pragmatique et qui soit vraiment compris par tous les acteurs. Voilà. Une autre petite chose, alors, un frein effectivement assez important malgré tout aussi, c'est lorsque le budget, on ne parle que du budget. Et le budget aura des pâquerettes. Et donc, alors qu'on aurait pu choisir, et vous l'avez entendu, je crois, ce matin, par rapport aux produits ménagers, produits de nettoyage, pardon, on peut, à l'heure actuelle, il y a vraiment la proposition sur le marché de matériaux de construction qui sont à des coûts pratiquement équivalents. Et là, il va y avoir d'autres témoignages plus précis. Eh bien, par exemple, on va se contenter d'une peinture A+, alors qu'on aurait pu aller vers une peinture labellisée. On va se contenter d'installer un sol en PVC, sans savoir que les 3/4 des fournisseurs, des fabricants de sols en PVC proposent à l'heure actuelle quand même des produits sans phtalate, mais on aurait très bien pu aller vers un sol en linoléum ou un sol en caoutchouc, par exemple, avec une durabilité de 30 ans par rapport à un sol PVC de 15 ans. Donc, vous voyez, c'est toujours dans la durée. Et puis, pour juste terminer, parce qu'on pourrait en donner le nombre d'audits qu'on a fait, ce n'est pas le propos ici, eh bien, le seul axe effectivement d'amélioration qu'on pourrait donner, c'est effectivement de fédérer, on l'a souligné depuis ce matin, de fédérer tous les acteurs pour qu'on puisse effectivement arriver au projet qui a été pensé et qui va pouvoir limiter effectivement l'exposition des tout-petits à toutes ces multiples pollutions qui sont générées soit par l'extérieur, l'implantation, vous l'avez vu, mais aussi par nos pratiques à l'intérieur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous parlez du budget. Quand je suis allé voir le directeur de mon hôpital pour lui dire que je voulais m'occuper d'hygiène hospitalière, il m'a dit « ça va me coûter très cher ». Et je lui ai dit « pas du tout, je vais vous faire gagner de l'argent ». Comment je lui ai fait gagner de l'argent? Chaque service hospitalier a acheté ses produits d'entretien. Et donc on a harmonisé les choses et il a gagné de l'argent. Donc vous voyez que l'hygiène, ça peut faire aussi gagner de l'argent. Je vais donner la parole à la ville de Limoges pour avoir son témoignage. Bonjour à tous. Je vais appuyer, pardon. Bonjour à tous. Excusez-moi. Je recommence. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Serinet. Je suis architecte à la ville de Limoges depuis 2011. Mon secteur d'activité, c'est depuis la petite enfance jusqu'à la chambre funéraire, en passant par des établissements sportifs, culturels, en rénovation, restructuration, voire extension, donc des projets neufs. Il y a aussi des projets qui sont externalisés, tout n'est pas fait par moi. En tous les cas, il y a des architectes aussi extérieurs qui travaillent sur des projets pour la ville. Alors moi, assez tôt, j'ai été sensibilisée sur la qualité de l'air, les soucis de COV, parce que au début des années 2000, j'ai suivi une formation qui était animée par Suzanne Déhoux. Voilà, donc assez vite, j'ai acheté son livre qui s'appelle Le guide de l'habitat sain, voilà, et que ça a été un peu mon livre de chevet. Ça a été un ouvrage référent pour moi. En 2017, en décembre 2017, la ville de Limoges a missionné Anne Lafourcade et Olga Diarté pour identifier les perturbateurs endocriniens au sein d'une crèche, donc par la mise en place d'un audit de conseil et surtout par la mise en place d'un plan d'action.
Et vraiment, cette démarche a fédéré. Alors, je ne suis pas très originale, hein, j'utilise encore le mot fédéré, mais pour moi, ça a été une chance, en fait. Puisque ça a fédéré un certain nombre d'acteurs, que ce soit les agents des crèches, et notamment de la crèche là, qui était auditée, les personnels de la commande publique, les personnels de l'hygiène et santé, de la condition de vie et de santé au travail, et la direction architecture et bâtiment, dont je fais partie. Et pour moi, c'était ce nombre d'acteurs, c'est ces acteurs qu'on retrouve dans le guide Recrocrèche. Et ces acteurs, ça a vraiment été l'opportunité, puisqu'on on allait être plusieurs acteurs quoi, pour construire ou pour rénover et pour tendre vers un habitat sain. Donc pour moi, ça a été une porte ouverte, quoi. Je me suis dit, c'est bon, là, je suis déjà bien engagée. Mon directeur m'avait donné, compte tenu de mon engagement, m'avait dit, bah, écoute, il faudrait que tu écrives un guide, hein, parce qu'on sent que tu es engagé, tu veux mettre des choses en place, ça va être appuyé. Moi, j'ai attendu, hein, parce que je savais ce qui se préparait. Donc voilà, donc en fait, j'ai participé à la relecture du guide, mais j'en ai pas fait, hein, parce que je ne serais jamais allée aussi loin. Mais par contre, ce guide, il me sert, parce que c'est un support d'échange, quoi. Et donc, dans cette démarche, j'ai surtout, du coup, poursuivi mon engagement. J'ai sensibilisé les techniciens et les ingénieurs avec qui je travaille, puisque c'est eux qui font la prescription, c'est eux qui suivent les travaux, c'est eux qui mettent en œuvre. Et je les ai invités à prescrire des matériaux à faible impact sur la sanitaire et environnementale pour la rénovation et la restructuration. J'ai également sensibilisé les entreprises, parce que les entreprises, c'est ça, hein, on demande des prescriptions, on dit tel matériau, etc. Et puis on essaie de varianter. Ah non, je ne lâche pas. C'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on aura. Et s'ils nous proposent autre chose, on étudie, on regarde le produit, on décortique les fiches FDES. Enfin, voilà, s'il y a une variante, vraiment, on ne l'avale pas, quoi, hein. Voilà. Et là-dessus, je ne lâche pas. Je peux lâcher sur d'autres choses, mais ça, je ne lâche pas. Voilà. Et puis aussi, je travaille beaucoup quand on fait des restructurations de crèches. Alors hélas, quand j'ai fait la restructuration de la crèche Joliot-Curie, bon, j'ai travaillé avec les directrices de crèche, la directrice de crèche, et on a regardé la conception, comment ça fonctionne, la maintenance aussi pour tout ce qui était les systèmes de ventilation, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'en refaire une autre. Mais par contre, je poursuis cette démarche et j'utilise ce guide Recrocrèche pour les écoles. Voilà, j'ai restructuré 2 écoles, une école de cycle 1, et je suis dans cette démarche-là, c'est-à-dire que j'ai pu enfin mettre des sols caoutchouc, dont parlait Olga, j'ai pu enfin mettre des peintures minérales, et tout ça grâce à la commande publique, parce qu'on a pu inscrire les labels qu'on voulait dans les CCTP. Enfin voilà, on a bien insisté là-dessus. Et vraiment, c'est cette fusion, cette mayonnaise qui a permis de faire un déroulé et d'avancer. Et moi, je suis assez satisfaite, même je jubile finalement de mettre mon sol caoutchouc, là, puisque j'en ai quand même mis 2600 mètres carrés. Il y a une autre école qui va se restructurer et je mets encore du sol caoutchouc avec plein de peintures minérales. Et la phase 5 aussi d'une autre école. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Voilà, j'ai pas du tout dit ce que j'avais écrit. C'est rigolo, hein. Ouais, je peux juste me permettre un aparté, parce que Frédérique est modeste, mais c'est vrai qu'elle était très en avance et elle fait partie des personnes qui étaient vraiment... avait le plus de connaissances sur le sujet. Ce que j'apprécie dans ton témoignage, c'est que j'ai senti que tu avais un petit essoufflement d'être seule à porter ce truc-là, et finalement d'intégrer la démarche, ça a permis d'avoir tes collègues qui se sont intéressés au sujet qui te passionnait, et ça t'a peut-être aidé aussi. Et je trouve ça chouette de se dire, si vous êtes passionné par le sujet, il y a toujours un petit sentiment d'épuisement, peut-être parce que si vous le portez toute seule, donc c'est important de vous servir des relais aussi pour pas être seule. Et on revient toujours à ce que disait Annie Burbeau très bien ce matin, c'est qu'il faut effectivement être tous ensemble, sans maillon manquant. Voilà. Et le guide, c'est ça, quoi. C'est un support d'échange, c'est un échange avec les entreprises, avec les techniciens qui suivent les travaux, avec les futurs utilisateurs, même pour les écoles, hein, c'est vraiment un échange. Sur les meubles, sur la phase chantier, on suit bien comment est réalisé le système de ventilation. On anticipe aussi au mieux, parce que les chantiers, on sait toujours, ça cavale, hein. Que ce soit livré bien en amont pour que la ventilation fonctionne, que les meubles soient posés, mais que tout ça est respiré bien avant, quoi.
Voilà, mais c'est un vrai travail de collaboration et d'échange, et c'est pleinement satisfaisant. En tous les cas, moi, j'en suis ravie. Vous noterez, si vous avez le guide sous les yeux, à la fiche E, on parle de l'architecte. Ah oui, alors je m'y retrouve complètement. Hein. Et il y a une phrase qui revient un peu partout, qui montre les objectifs dont je parlais, qui est la santé des enfants. Et dans chacune des fiches, vous trouvez l'objectif, la santé des enfants. Et il y a cette phrase qui dit « je veux et je peux agir ». C'est très fort. J'aurais rajouté moi, puisque dans la discussion qu'on vient d'avoir, et je fédère autour de moi. Voilà, on aurait pu ajouter cette notion-là, je fédère par rapport à la chaîne que j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, dans cette chaîne, il y a le médecin. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Moi, quand j'étais à la mairie de Paris, pendant ces 30 ans passés, j'ai beaucoup travaillé pour les crèches et avec les médecins de PMI, et j'ai eu l'occasion donc de faire pas mal d'études avec eux pour faire progresser les connaissances, comme on pouvait le faire à l'époque. Et donc je suis ravi aussi que dans la table ronde, il y ait un médecin qui puisse s'exprimer. Et puisque nous parlons de santé des enfants, il n'y a pas mieux que de donner la parole à un médecin aussi. Merci, Monsieur Skenazy. Moi, je suis Anne-Dominique Marc, je suis donc médecin au service départemental de PMI en Gironde. Et donc, je travaille spécifiquement sur les modes d'accueil du jeune enfant. Donc, tout ce qui est accueil individuel, donc du coup, accompagnement des assistantes maternelles, et accueil collectif avec donc les autorisations, les avis d'ouverture, l'accompagnement des gestionnaires, donc en amont de la création de l'établissement, et puis après tout au long de la vie de l'établissement. Et c'est vrai, vous parliez de santé, c'est vrai que finalement enfin le code de la santé publique en fait nous donne des missions au niveau des modes d'accueil pour garantir la qualité d'accueil donc du jeune enfant dans tous les lieux de vie hors du domicile familial, dans la mesure finalement où la qualité de l'accueil, si un enfant est bien accueilli dans une crèche ou chez une assistante maternelle, eh bien ça participe au développement de sa santé globale. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de nos préoccupations à tous. Et c'est vrai que ce guide Reco-Crèche, en fait, il s'inscrit dans cette démarche de recherche de qualité d'accueil. Et alors, c'est vrai qu'on a eu la chance, nous, en PMI Gironde, de participer au COPIL aux côtés de Anne Lafourcade et de M. Skenazy et tout le COPIL. Et on a été vraiment très intéressés d'apprendre beaucoup de choses, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et donc nous, notre rôle, en fait, c'est dans le déploiement de ce guide, c'est justement d'être relais d'information, puisque alors en Gironde, quand une crèche, quand un gestionnaire, un porteur de projet souhaite ouvrir une crèche, en fait, il fait une lettre d'intention à la PMI, et du coup, on déclenche ce que nous on appelle une réunion interinstitutionnelle, donc avec le porteur de projet, la mairie ou la CDC du lieu d'implantation, la caisse d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole, et la PMI. Et donc dans cette réunion, en fait, du coup, le porteur de projet présente son projet. Et c'est le premier contact avec le porteur de projet. Et du coup, on peut il nous présente son projet et on peut le questionner. Et voilà, lors de ce premier contact, en fait, on peut questionner aussi sur les questions environnementales, sur le lieu d'implantation, si on a des remarques à faire, ou éventuellement des points de vigilance, ou ça peut même aller jusqu'à des réserves. Bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, on s'appuie sur ce guide. D'abord on le diffuse, donc on le donne
aux porteurs de projets. Et puis nous, on va les questionner sur des questions bien particulières, sur la proximité, je ne sais pas, la proximité de la rocade ou la proximité d'une station-service, enfin des voisinages agricoles. Bon, et donc on va aller un peu poser des questions et puis donner, répercuter en fait des informations qui seront écrites dans le guide et voilà, sensibiliser, informer. Et alors j'ai en mémoire un projet qui était à proximité d'une vigne. Et c'était une de mes collègues qui était sur la réunion interinstitutionnelle. Et en fait, l'élu municipal en fait était très très inquiète à l'idée qu'il y ait une crèche qui se bâtisse à proximité d'une vigne. Et finalement, le guide en fait a permis de faire un peu médiation dans la réunion, c'est-à-dire que il y avait des éléments de réglementation, donc du coup qui étaient des choses officielles. Et puis après, il y avait les préconisations des bonnes pratiques, c'est-à-dire d'aller prendre contact avec le viticulteur à proximité. Et grâce finalement à ce guide, en fait, ça a permis de déclencher des échanges et puis d'arriver à une solution qui a pu être qui a pu faire aboutir le projet, mais tout en sécurisant l'accueil des enfants. Donc voilà, c'est vraiment pour nous un support. Et puis ce qui est l'avantage aussi, c'est que la plupart des questions environnementales sont abordées sur un seul document, et ça évite d'aller chercher dans d'aller passer perdre du temps sur Internet pour trouver des choses qui ne sont pas forcément les bonnes références. Donc voilà, pour nous c'est vraiment précieux de pouvoir s'en servir dans l'accompagnement de proximité finalement des futurs gestionnaires. Et donc on s'en sert, on le diffuse largement et je crois que c'est très positif pour les futurs projets. Voilà. Et je voudrais juste, peut-être avant de passer la parole à mon voisin, juste signaler quand même qu'il y a eu une évolution dans la réglementation dans le cadre de la réforme des modes d'accueil, dont vous êtes évidemment informés. Donc il y a eu cet été la parution le 31 août du référentiel bâtimentaire. Alors là, ce sont du coup des exigences nationales, du coup officielles, qui vont être obligatoires pour toutes les crèches qui vont se construire à partir de septembre 2022. Alors bon, là, c'est un cadre officiel dans lequel il y a quelques avancées. Bon, on ne va pas très 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 loin non plus sur la santé environnementale. Mais il y a quelques points sur l'éclairage, la luminosité, le bruit, alors la qualité de l'air, on en parlait tout à l'heure. Et donc là, il est écrit noir sur blanc que le débit minimal d'air neuf à introduire est de 30 mètres cubes par heure, par place. Donc tout à l'heure, quelqu'un en a parlé, et voilà, c'est écrit dans la réglementation. Il y a aussi le fait que c'est mieux d'utiliser du linoléum, du caoutchouc, du sol souple. Des exigences aussi par rapport aux revêtements de murs, aux peintures qui doivent être de catégorie A ou A+. Voilà, donc et puis il y en a 4 pages. Et alors l'autre document officiel, c'est l'arrêté du 23 septembre qui inclut la charte nationale d'accueil du jeune enfant dans les textes officiels. Et dans cette charte nationale d'accueil du jeune enfant qui est issue du travail de Sylviane Jampineau, il est écrit que les modes d'accueil doivent offrir un environnement sain, garantissant la sécurité et l'éveil de l'enfant. Donc l'environnement sain, ça rejoint
voilà, nos préoccupations et aussi le fait que les enfants doivent aller jouer dehors, voilà, parce que la qualité de l'air extérieur est toujours meilleure que l'air intérieur. Mais on en parlera, je crois, à la prochaine table ronde. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un petit point, parce que dans la chaîne qu'on évoquait, moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention la fiche L. Et la fiche L concerne les parents. Et les parents, c'est « je veux et je peux agir pour la santé des enfants ». Donc, il y a le rôle aussi des parents qui interviennent. Je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et alors, j'ai été aussi très intéressé par la dernière phrase qui va intéresser les élus, qui concerne le vote. Vous lisez avec moi cette phrase qui montre qu'on peut aussi voter pour des listes. C'est page 20 si vous cherchez. Pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que dans la chaîne, il y a aussi... Alors, j'aurais aimé qu'on dise aussi les grands-parents, mais bon. Oui, bien sûr. Alors, parce que je suis aussi investi pour mes petits-enfants pour la crèche. Et je me suis beaucoup intéressé à ces sujets-là. Je vais donner la parole ensuite donc à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Alors là, j'ai compris que finalement, vous étiez en train de travailler sur l'autre partie des fiches du document, que sont les fiches pratiques, puisque vous mettez en œuvre finalement ces fiches pratiques. Et donc, il était intéressant aussi de vous entendre pour nous dire comment vous mettez en place ces différentes fiches. Très bien. Donc, bonjour, je suis Franck Marquet, je suis responsable enfants-jeunesse à la commune de l'île d'Oléron. Et en fait, nous sommes en cours de construction d'une crèche au château d'Oléron qui se veut éco-responsable et exemplaire en termes de santé environnementale. Donc, le projet, en fait, a trouvé son origine il y a 5 ans dans le besoin de relocalisation de la crèche du château d'Oléron. Et alors, il y avait évidemment une volonté des élus de vouloir s'engager dans la santé environnementale au travers... On sortait de l'évaluation de la qualité de l'air intérieur pour les écoles maternelles, pour les accueils de loisirs. Il y avait tous les sujets autour des perturbateurs endocriniens. Voilà. Il y avait la volonté de l'équipe également. Et donc on s'est lancé à rédiger un programme pour essayer de bâtir ce nouveau bâtiment. Et on a passé un premier... marché avec un architecte sur la base des guides, des informations que l'on avait. Le guide Roco Crèche 2 n'était pas encore sorti, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Et on s'est vite retrouvé en difficulté, en fait, avec l'architecte, après le choix de l'architecte, sur les productions que l'on avait, sur le projet qu'il nous présentait. On n'y retrouvait absolument pas nos intentions, et notamment en termes de santé environnementale et sur l'éco-responsabilité. Donc il y avait une faible sensibilité de l'architecte sur ces sujets et des difficultés fortes, c'est-à-dire que face à nos intentions, on nous renvoyait toujours à des données techniques, toujours des données qu'on avait du mal à maîtriser sur des matériaux, sur l'accessibilité de matériaux, la disponibilité de matériaux. Et on est vite arrivé à un point de rupture et pour finalement arriver à la résiliation de ce marché avec cet architecte parce que la communication n'était plus possible. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé chercher un peu, faire jouer les réseaux, notamment le réseau 3AR qui nous a orientés vers le cabinet Alix. On échange aussi avec l'ARS. Et on a choisi pour notre second marché de travaux de se faire accompagner par un accompagnement à maîtrise d'œuvre sur la santé environnementale. Et c'est ainsi que nous avons rencontré Anne, qui nous a accompagnés sur ce projet, qui nous accompagne sur ce projet. C'était concomitant avec la finalisation, je pense que vous étiez en fin d'écriture du projet, et ce qui nous a permis aussi avec l'ARS de monter un projet pour réellement voir, confronter la mise en application du guide à un projet réel, en vrai. Voilà, donc c'était la double expérience. C'est vraiment de ce qu'on a fait à Gradignan, je regarde Annie. En fait, voilà, on va tester l'applicabilité du guide sur une crèche neuve. Donc merci Gradignan. Donc, donc à l'issue du projet, une vidéo sera faite et disponible à l'ARS pour voir justement cette mise en application du guide.
Donc, alors comment se passe l'accompagnement à maîtrise d'œuvre? C'est dès l'origine du projet, dès l'écriture du programme, d'affirmer dans le programme, de manière plus forte et plus technique aussi, avec des notions qu'on ne maîtrise pas tous. On a des notions, mais on ne sait pas comment les appliquer. Et d'inscrire nos intentions en santé environnementale dans le programme. Ensuite, c'est également, une fois que l'architecte a été choisi, la participation à toutes les réunions projets, à tous les échanges, pour pouvoir écrire un CCTP, donc le document cadre des marchés de travaux, qui correspondent aux intentions environnementales. Donc, par exemple, il y a eu des échanges très riches sur le dimensionnement de la ventilation, l'adéquation entre le dimensionnement de la ventilation et la nécessité d'être éco-responsable, donc d'avoir le moins de pertes d'énergie. L'adaptation des locaux, on parlait du sol par rapport aux techniques de nettoyage. Il y avait une volonté, c'était peut-être une idée que l'on avait sur la santé environnementale, un nettoyage à la vapeur. En l'occurrence, dans toutes nos crèches, on avait des sols en PVC qui n'étaient pas adaptés au nettoyage à la vapeur. Donc, c'était avoir un accompagnement sur toutes ces représentations qu'on avait, toutes ces intentions qu'on avait, sur une application technique de ces dimensions. Il y avait aussi l'aménagement de la crèche pour que les enfants puissent bénéficier au maximum de l'extérieur. On était contraints en termes de surface, puisque les finances sont ce qu'elles sont. Et on a un petit jardin, mais il n'empêche que le travail qu'on a pu mener avec Anne sur les orientations des pièces, sur la circulation des pièces et sur l'ouverture vers l'extérieur, nous permet aujourd'hui d'espérer que la future crèche pourra vivre un maximum à l'extérieur. L'accompagnement, c'est la sensibilisation de l'ensemble des professionnels. Vous parliez de chaîne tout à l'heure. Évidemment, l'architecte, parce qu'entre l'intention, sa candidature et la réalité de sa forme, enfin de sa sensibilité, de sa compétence, il y a quand même un petit pas. Et les échanges, là, on est avec un architecte qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt dans l'échange, et des bureaux d'études aussi performants, qui font que, à la fois, il y a une sensibilisation de l'architecte, mais aussi de nos services, les services techniques, les préventeurs, etc. Alors, la démarche va jusqu'au choix des entreprises, c'est-à-dire qu'une fois que le marché de travaux a été passé, jusqu'aux notifications, pour voir qu'effectivement les produits proposés par les entreprises soient bien cohérents avec les attendus de la collectivité. Donc aujourd'hui, on en est à avoir notifié la quasi-totalité des entreprises pour les interventions. Nous sommes en cours d'aménagement du terrain et on espère pouvoir planter le premier coup de pioche à partir de janvier 2022. Donc c'est un projet qui a duré 5 ans, qui a eu des rebondissements. Alors ça crée beaucoup de frustration, notamment par rapport aux gestionnaires. Mais c'est aussi, et là ce que je voudrais noter, c'est le choix politique d'avoir su se séparer d'un architecte pour pouvoir avoir un projet qui corresponde aux attendus du départ. Voilà, donc petite anecdote qui illustre un peu la dissémination et le travail d'Anne au cours de ces différentes réunions projets, c'est que ce devrait être, on espère pouvoir le faire, nos services techniques qui devraient gérer en gestion directe l'application notamment des peintures, du lot peinture, pour pouvoir faire nos choix de produits et pour aller beaucoup plus loin même dans les pratiques, et ça devrait disséminer dans les futures restaurations qu'on aura de nos bâtiments. Voilà. Bien, merci beaucoup de cette expérience et de montrer qu'un projet, ça se construit progressivement et en tenant compte finalement des connaissances et des données dont on a vraiment besoin pour avancer. Je donne la parole à Anne, vous voudriez dire quelques mots. En tout cas, je voulais dire aussi que dans ce guide, dans les premières pages, on parle du terrain. Vous l'évoquiez également, on parle des audits qui sont faits. Il y a du constat terrain avant de faire des propositions. Et je trouvais ça très intéressant de démarrer le guide par ces constats pour dire, ben voilà, finalement, voilà ce qu'on constate et voilà comment on va améliorer les choses. Anne ?
Alors moi, je vais continuer avec mon bâton de pèlerin sur ce sujet. Moi, je vais vous demander de bosser un peu parce qu'on a vu que l'objectif, c'était de fédérer aujourd'hui. Alors nous, quand on a ouvert les réservations, on a été ravis parce qu'on allait au cœur de notre cible, c'est-à-dire que vous êtes dans l'énorme majorité des directrices de structure. Et si vous êtes notre cible et vous êtes nos partenaires privilégiés ou des coordinatrices. Mais c'est vrai que, encore une fois, sur ce sujet-là, vous ne pouvez pas réussir toute seule et vous ne devez pas rester toute seule. Et on a besoin de vous parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre connaissance du guide. Imprimez les pages des métiers des gens avec qui vous êtes proches dans la collectivité, avec qui vous pouvez papoter. Apportez-leur sur leur bureau. Si vous avez un archive, vous avez un directeur des services techniques qui est à l'écoute, si vous avez une copine à la PMI. Donc voilà, enfin vraiment l'idée c'est de la cooptation aussi aujourd'hui. Donc vous imprimez les pages et vous allez discuter, vous leur offrez un café. Ça serait vraiment sympa si vous pouviez faire ça à la sortie, ça serait déjà beaucoup pour nous. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez faire, s'il y a des sujets, donc là on parlait des fiches métiers, et quand vous passez à la partie fiches pratiques, qui commence en page 22, donc vous allez voir qu'il y a vraiment une mine de ressources dans la marge. Donc ça, vous allez le faire plutôt en ligne. Vous allez télécharger le guide sur le site de l'ARS. Vous avez tout un tas de liens ressources. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent ou que vous savez qui intéressent certains des membres de votre collectivité, n'hésitez pas à aller cliquer et imprimer aussi les rapports correspondants. On vous a fait un best-of, parce qu'il y a des rapports magnifiques sur le sujet de la QAI, mais des centaines. Et donc, on a essayé de vous faire vraiment les choses qui nous semblaient le plus digestes, et même servez-vous-en. On peut imprimer. Moi, je travaille aussi sur le numérique durable, et je peux vous dire qu'on peut quand même un peu imprimer, vu l'impact du numérique. Imprimez les guides, ça fatigue, moi. Ayez-les. Bref. Prenez-les dans votre poche, à côté de vous ou dans votre bureau, parce que vous allez y retrouver, vous allez pouvoir vous y référer. Ça s'utilise comme ça, ça aussi ça s'utilise comme ça. Je ne sais plus ce qui est recommandé. Voilà, l'idée c'est pas que vous le sachiez par cœur, mais que vous sachiez que les éléments sont présents ici. On va espérer, on va voir ça l'année prochaine avec Claire, mais aussi pouvoir vous proposer la conférence Reco-Crèche aussi sur les territoires, de manière à ce qu'on puisse inviter vos élus. Peut-être que ça se fera à l'échelle aussi des CLS, on va parler CLS tout à l'heure, mais de manière voilà, c'est important. C'est vrai qu'on parlait de la présence des élus. J'ai eu la chance sur le territoire de la Charente, là, il y a 15 jours, de faire une conférence CLS où le président de la communauté de communes avait eu la bonne idée d'organiser une session avec un vote juste après et les avait un peu capturés. Et donc j'ai eu une salle remplie d'élus, c'était la première fois, et j'ai mesuré l'efficacité. Je vous regarde, madame, parce que vous êtes la représentante maire de la salle, et j'ai mesuré l'efficacité de pouvoir leur parler pendant 2 heures, d'avoir leur concentration sur le sujet. Donc c'est vrai que tout ce qui va nous aider à parler aux maires, et peut-être sur ce sujet-là, ils y seront plus sensibles, parce que ça parle effectivement de l'aménagement du territoire aussi. Donc ça sera très important en 2022. Dernière chose que je voulais vous dire sur le guide, c'est que c'est vrai que vous pourriez vous dire en tant que gestionnaire ou directrice que ça concerne uniquement le bâti et la réno. En réalité, on a pu identifier, on est en train d'identifier des critères, donc avec Uriel Clavel qui travaille avec nous, on est en train d'identifier des critères qu'on va intégrer à l'audit de toutes les structures, même quand elles ne sont pas à rénover, même quand elles ne sont pas à bâtir, parce qu'il y a des éléments là-dedans, donc une quarantaine, qui vont vous servir aussi au quotidien. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour illustrer. Donc par exemple, vous allez avoir des informations sur les connaissances des végétaux de vos jardins pour vérifier qu'il n'y a pas de problème en termes de toxicité, parce que bon, la chimie, c'est aussi, la toxicité, ça peut aussi être les plantes naturelles, hein, c'est pas que la chimie pétrochimique. On va vous inciter à vérifier les produits qu'utilisent les gens qui viennent entretenir vos clims, par exemple. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire au quotidien. Aussi, de vérifier ce qu'ils viennent mettre comme produit pour nettoyer. On a des recommandations sur la concertation avec les agriculteurs pour celles qui sont en grande proximité viticole. Je suis sûre qu'il y en a. Voilà, on va vous inciter à vous abonner aux alertes liées à la pollution atmosphérique pour que vous puissiez adapter les horaires de sortie avec les enfants en fonction. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez faire au quotidien qui n'est pas lié au bâti ou à la réno. Voilà, d'écrire un cahier des charges des petits travaux, parce que je suis sûre que la collectivité, des fois, elle passe pour repeindre un truc chez vous. Voilà, aussi, c'est pas seulement dans les marchés publics de travaux, c'est aussi au quotidien.
Dernier exemple, on a une recommandation que quand vous réaménagez dans la crèche neuve, de vous débarrasser des plus vieux jouets, des petits jouets plastiques mous, mordillés, hein, parce qu'on sait quand ils sont mordillés, ils ont tendance à avoir du microplastique qui se détache. Ben ça, vous pouvez le faire même au quotidien, demain matin, en rentrant à la crèche, jeter un œil aux petits... Vous savez, quand les petites vaches, elles n'ont plus de taches, vous les connaissez, celles-là, donc c'est le moment de les changer. Voilà ce que je voulais vous dire pour que vous ayez envie de le lire aussi au quotidien et que voilà, vous allez trouver des points qui ne sont pas liés au métier uniquement du bâti. N'hésitez pas à le lire. Je vais vous montrer quelques photos pour finir cette partie-là. Donc voilà, donc s'il y en a qui se reconnaissent, c'est normal. Mais donc il y a de tout. Hein. Donc c'est vrai que des crèches, elles peuvent être dans toute proximité. Là, on a moins de 2 mètres entre la crèche et les vignes. Donc c'est une crèche qui est cerclée par les vignes de partout. Et puis à droite, on a une crèche qui est au milieu des champs de coquelicots. Donc voilà, c'est deux situations, 2 choix d'implantation de la part de la mairie. Voilà. Après, on a le choix avec grande... Parce que là aussi, c'est pareil, il faut rien lâcher. Bon, on aura un témoignage aussi tout à l'heure sur la difficulté parfois, et c'est pas toujours facile avec les terrains, ou alors de faire la solution de mettre du sol amortissant vraiment, vraiment partout. Donc je vous passe les photos des pieds des enfants quand ils ont marché sur le sol amortissant, même après 1 mois. Il y a des vrais écueils sur ces sujets-là, donc je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, on peut choisir d'avoir une VMC d'un autre âge qu'on oublie complètement d'entretenir. Alors, ce n'est pas de votre faute. Hein. Généralement, votre personnel de ménage n'a pas la possibilité de monter aussi haut, elle n'a pas à le faire parce que c'est dangereux. Et puis, il n'y a pas toujours un contrat de maintenance et les services techniques ne viennent pas toujours les nettoyer. Donc, on connaît ça par cœur dans le programme CEFLI. Et puis, vous avez des crèches où vous avez des installations de VMC double flux absolument spectaculaires, comme c'est le cas à droite. Voilà. Et après, vous avez la salle de sieste qui est complètement fermée là sur la gauche. Donc, pas une seule ouvrant, pas un aérant, pas une fenêtre à proximité. Et puis, vous avez des gens, on verra tout à l'heure, qui décident de temps en temps de prendre les enfants et de les faire une petite sieste sous un arbre dehors. Voilà, après le choix de l'omniprésence du plastique, donc là on a 2 dortoirs, 2 histoires, juste un matelas, et puis dans l'autre cas effectivement du plastique mou avec des phtalates probablement, avec des retardateurs de flammes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça c'est aussi une vraie question. Voilà, après ceux qui me connaissent mon obsession des matériels de motricité. Donc le matériel, voilà, le tout plastique, tout motricité plastique, et puis des endroits, on verra, on aura des témoignages tout à l'heure aussi d'endroits qui ont choisi de faire sans. Voilà, c'est une possibilité. Et puis la relation avec vos prestataires aussi, hein, donc ceux qui ne sont pas encore du tout intéressés à Egali, mais qui continuent à réchauffer dans du plastique qui ramollit au four, ce qui est un vrai problème, hein, on le sait tous maintenant. Et puis ceux qui ont anticipé Egali, mais qui ont trouvé des contenants comme ces bacs inox, qui sont des bacs qui sont utilisés par le prestataire pour faire le portage des repas. Donc vous voyez, tous les scénarios existent. Voilà, c'était quelques illustrations. Moi, je trouve que c'est un sujet, plus on commence à apprendre et plus on a envie d'apprendre. Et on voit bien dans les documents tels qu'ils sont construits, on avance au fur et à mesure pour apprendre ce sujet-là. Et on s'aperçoit finalement qu'on vit dans une crèche sans se rendre compte peut-être de tous les aspects qui peuvent être cités dans ce guide. Et donc, c'est en lisant le guide, on va aller ensuite regarder soi-même, observer ce qui se passe, et on va améliorer au fur et à mesure. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut utiliser ce guide, parce que c'est vrai que quand on va le lire une première fois, on va être un peu désespéré, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai, hein, quand on arrive à la fin du guide, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis après, on se dit, ben non, je vais progresser. Et surtout, vous avez, en tant que directrice de structure et d'établissement, c'est d'avoir la chance d'être tout près du terrain et de dire, ben voilà, je vais agir à tel endroit, ou je vais fédérer avec d'autres pour essayer d'avancer et d'améliorer la situation. Voilà, vous savez, moi j'ai une anecdote aussi qui m'a beaucoup surpris. J'ai visité une crèche à Paris. On avait installé un très beau toboggan en métal, mais on ne l'avait pas recouvert, et donc quand il y avait du soleil, le métal chauffait.
Et donc, on avait l'interdiction, les enfants avaient interdiction d'aller sur le toboggan. Et je voyais ces pauvres enfants derrière les fenêtres vitrées et de voir le toboggan en face, et ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils se seraient brûlés, évidemment. Et je n'ai pas compris comment on avait pu construire ça, pu concevoir quelque chose comme ça. Et quand je l'ai demandé, on m'a dit « Ah non, non, mais ça a été comme ça. De toute façon, cette crèche avait des tas d'autres malfaçons, en particulier celle-ci. » Et donc voilà, je me suis dit que parfois, peut-être dans les programmes, il y a peut-être une réflexion à mener pour éviter ce genre d'anecdotes et d'incidents et pour désespérer les enfants de ne pas pouvoir aller sur le toboggan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à... Oui, je vous en prie. Alors, Qui est de micro? j'ai une chance exceptionnelle pour ma table ronde. C'est les seules questions. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous me faites un grand honneur de poser des questions. Surtout qu'il nous reste encore quelques minutes. Alors moi, je voulais savoir par rapport au projet du Château d'Oléron, si ce magnifique projet la structure multi-accueil existait déjà, ou si c'est vraiment une création sur la ville, quoi, sur la Non, commune. c'est une relocalisation de crèche. D'accord, donc vous avez une équipe derrière qui coach, qui oui, dit exactement. Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, voilà. qui réfléchit. Alors c'est une gestion associative qui est rentrée dans le dispositif SafeLy via l'ACEP 17 et qui était déjà dans une démarche de santé environnementale, mais comme chacun au départ, qui balbutiait, c'est-à-dire qui cherchait différentes pratiques et qui voulait améliorer ses pratiques. D'accord. Et c'est une structure de combien d'enfants, du coup? Alors, c'est 15 berceaux. Ah oui, ça va être chouette. Et pour compléter le propos par rapport au financement, qui était souvent le sujet, le fait de travailler sur la santé environnementale et l'éco-responsabilité nous a permis de débloquer des fonds auprès du département, de valoriser des fonds, également auprès de la CAF et également auprès de projets européens. Une question derrière vous, là-bas, tout au fond. Une petite question pour Oléron et Limoges. Quand on n'a pas la compétence en interne santé-environnement, c'est quand même complexe le bâti. À refaire, vous préconisez d'avoir un AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée santé-environnement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je ne sais pas comment la sortir. Comment est-ce qu'on peut trouver facilement des maîtres d'œuvre qui sont sensibles à la cause? Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'on peut les identifier facilement? Alors, concernant l'accompagnement à maîtrise d'œuvre, pour nous, c'était essentiel, parce que c'est une situation entre les représentations qu'on peut avoir, les connaissances que l'on peut avoir et la réalité de la mise en œuvre, c'est tellement complexe. On le dit, on va imaginer un espace extérieur où il y aura plein de jeux, où il y aura des espaces sécurisés pour les enfants, et on ne va pas se poser la question d'effectivement mettre de l'herbe ou des sols souples. Donc le fait d'avoir une expertise est beaucoup plus simple, et encore plus parce qu'il n'y a pas forcément de réseau de maîtrise d'œuvre qu'on a identifié qui pourrait nous aider. Donc je réponds aux deux questions en même temps. Ça vous va comme réponse? Donc oui, accompagnement à maîtrise d'œuvre, c'est essentiel pour nous. Oui, si ça marche, j'enchaîne juste. C'est plus en témoignage, mais c'est pour dire qu'avec le CEREMA, qui est un bureau d'études publiques, on est actuellement sur 3 opérations qui sont financées par l'ADEME aussi en un peu opération pilote pour faire ce type d'accompagnement. On a 2 collèges. Le collège de Ginko, qui à Bordeaux, là, qui va être livré cet été, le collège de Blanquefort, qui sera en restructuration lourde, et le pôle territorial de Langon. Donc, sachant que c'est un programme qui est financé donc, par l'ADEME, donc derrière, il y aura de la communication dessus sur toutes les étapes. Même principe, hein, c'est-à-dire parce qu'on parle de fédérer, mais c'est aussi mutualiser les expériences, parce que là, je vois plein de choses dans le guide, d'ailleurs, qui auraient peut-être pu être utilisées pour le collège, mais bon, bref, on marche en parallèle, mais après, avec la volonté d'échanger là-dessus pour partager les bonnes pratiques et les retours d'expérience. Donc là, pour le coup, le CEREMA, il trace tout, et c'est assez impressionnant sur les opérations comme ça, tout ce qu'on va avoir depuis la phase programmation. Et puis là, on a toutes les étapes. En ce moment, il y a des chantiers qui commencent, certains sont en cours, d'autres sont en train de finir, donc on est en train de construire un peu un référentiel là-dessus aussi, avec la même démarche. Oui, allez-y.
Alors, quand il s'agit de concours d'architecture, nous, je sais que sur la ville de Limoges, on demande des références en fait liées à cette démarche. Alors, soit l'utilisation de matériaux sains et aussi éventuellement des matériaux biosourcés. Voilà, donc là, on a un projet à venir et c'est vrai que pour le cadre de matériaux biosourcés, on fait appel à un AMO qui a cette mission-là. Mais après, on demande vraiment des références. Donc, avant d'être retenu pour la phase esquisse, ces références-là sont à présenter et font partie du cahier des charges. Voilà, et ça c'est assez nouveau pour nous, mais c'est ce qu'on demande. Et c'est vrai que moi, je suis sollicitée en tant qu'architecte de la ville pour bien veiller à ça, quoi, en fait. Mes collègues viennent me voir, même quand ils commencent à écrire le programme, ce qu'on peut mettre dedans pour être sûr d'avoir une équipe qui va répondre et qui aura ses références. Et puis sinon, par contre, concernant le réseau des architectes, en fait, j'ai pas de réponse. Une question en bas. Avec un micro propre qui arrive, voilà. Moi, j'ai une question pour la PMI, parce que nous, il y a eu une nouvelle crèche de construite à 2 millions d'euros, hein, avec des fonds européens, tout ça, toutes de travers. Hein. Les seuls trucs bien, c'est les utilisatrices qui s'en sont mêlées et qui ont mis le... Et la PMI avait donné son accord, avec tout, donc voilà, peut-être pas sur tous ces détails-là. On a rappelé à la PMI après pour faire changer des choses qui nous gênaient vraiment, donc on les a vraiment accompagnés partout en disant là, cette chute de dalles, là, ces boutons de sortie qui sont à hauteur des enfants, etc., pour les faire changer, parce qu'on n'a pas du tout été écoutés en cours de... Et je trouvais, et l'exemple, par exemple, de tout à l'heure, votre voisine, Madame l'architecte, disait pourquoi choisir A en peinture, A+, quand pour un peu de choses près, on pourrait avoir un label. Et en fait, la PMI a choisi A+, en sachant que les architectes ou les gens dans les collectivités, ils vont se baser sur la PMI a dit ça, ça suffit, ça ira pas plus loin. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il me semble que, moi je suis une vieille, hein, avant la PMI s'engageait beaucoup plus, justement du côté de la petite enfance. Bon, je sais, ils sont débordés, il y a beaucoup de missions maintenant, et que sur les recommandations, elles restent toujours quand même un peu frileuses. Voilà. J'ai pas tout entendu, mais ce que j'ai compris, c'est que vous regrettiez que la PMI soit pas plus, n'ait pas de position plus tranchée, c'est ça que vous... Oui, et plus engagée, justement. Il y a sur cette idée de qualité d'accueil, d'environnement sain, dans la mesure où, par exemple, elles interviennent beaucoup moins, par exemple, sur les visites médicales, le suivi des enfants. C'est compliqué maintenant. Vous avez elles ont beaucoup de missions. Et donc, du coup, peut-être être plus exigeante sur pas seulement les mètres carrés autour qui sont quand même un minimum, enfin, qui sont quand même très petites. Et voilà. Moi, je trouve que, vu l'écoute que vous avez, même sur la construction ou sur des tas de choix de collectivités, j'ai l'impression que vous pourriez être plus... voilà, plus engagé dans... Là, c'est bien, hein, vous êtes là et vous êtes une témoin de... L'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on entend, mais après, sur la place de la PMI, sur les modes d'accueil, alors c'est vrai qu'en Gironde, on a 440 crèches et 10 000 assistantes maternelles, et on a un département très, très dynamique, et c'est très bien. On a beaucoup de créations aussi de micro-crèches actuellement. Et alors après, c'est vrai qu'on accompagne, comme je disais, au cas par cas, donc les porteurs de projets. Donc on donne effectivement des recommandations. Alors quand ce sont des exigences, on ne peut aller en exigence sur des exigences que quand c'est réglementaire, et donc quand on a un texte officiel en fait. Après le reste, effectivement, c'est de l'ordre des préconisations, des recommandations. Et voilà. Et notre objectif, c'est de convaincre, mais c'est vrai que si on a quelqu'un en face qui veut pas, en fait, notre marge de manœuvre, elle est quand même limitée, en fait. Hein. C'est un peu
c'est pas toujours, pas toujours. Peut-être un petit élément, je crois que quand même les PMI Clermont-Essonne avaient financé très tôt des conférences, enfin elles ont été sensibilisées, mais c'est sûr qu'elles n'ont pas tout avancé à la même vitesse que vous, parce que nous on a beaucoup travaillé ensemble, donc c'est vrai qu'il y a peut-être, tout le monde n'est pas aussi formé que vous l'êtes en Gironde maintenant, ça va venir. Il y a des programmes aussi, notamment auprès des assistantes maternelles, il se passe pas mal de choses sur la formation initiale, dans d'autres départements. Je regarde Marie Morat qui peut faire un coucou, qui s'occupe spécifiquement de ce sujet aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit... Nassima, j'entends qu'il y a peut-être encore un petit décalage aussi de compétences par rapport à la Gironde, où finalement vous êtes beaucoup impliqués. Paul Damy, dans ton équipe, a pris le sujet à bras-le-corps, s'y est intéressé. Voilà, il y a aussi des démarches, peut-être aussi des centres d'intérêt personnels qui ont fait que les gens se sont vraiment pris du sujet. Mais c'est sûr que l'implication des PMI me semble un sujet hyper central dans ce cadre-là. Voilà, il y a des progrès à faire, mais ce guide, il va nous faire progresser. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour vos témoignages. Merci.